C'était vers l'an 1000. Mais il faut encore remonter dans l'histoire pour connaître l'origine de ce nouveau prodige. Le groupe des Ibadites était choisi un chef d'origine persane, Ibn Rostam. Leur royaume, fondé en 761, s'étendait entre le royaume de Qayrawan et celui de Fès. La capitale était à quelques kilomètres du Tiaret actuel, en Algérie. Tihart Safla, l'autorité d'Ibn Rostam, se fit sentir jusqu'à Tripoli. Un siècle et demi après sa fondation, le royaume de Tihart fut détruit par les Fatimides. Les Rostemides allèrent tout droit se réfugier à Ouargla, près de laquelle ils fondèrent la ville d'Issedraten. Issedraten, avec sa forêt de 400 000 palmiers irrigués avec soin, l'eau se trouvait parfois à près de 3 mètres de la surface, connut une abondance tant de biens terrestres que de biens spirituels, qui la fit nommer dans tout le monde arabe la Glorieuse. Les Ibadites Rostemides étaient en pleine possession, en pleine maîtrise de tous les raffinements de l'art islamique de l'époque. Des vestiges en témoignent, des stucs d'une grande variété, d'une intelligence rare qui sont actuellement exposés dans les musées d'Alger. Issedraten, la Glorieuse, fut détruite aussi au début du XIe siècle. Les survivants d'Issedraten s'engagèrent vers l'ouest dans le désert le plus rebutant, le plus aride. Succession à l'infini de mamelons de pierrailles nues, le réseau des vallées qui la sillonnent a fait appeler cette partie du Sahara la Chebka, le filet. L'une de ces vallées à 200 km à l'ouest d'Ouargla, à 600 km plein sud d'Alger, est la vallée de l'Oued Mzab. C'est-à-dire le chemin invariable qu'emprunte pour quelques jours, à des années de distance, une crue que l'on a appelée l'Oued Mzab. C'est là que les Ibadites Rostemides décidèrent de se fixer. Dans cet endroit si difficile d'accès, si dur à vivre, que personne ne viendrait plus les en chasser. Ils y sont encore aujourd'hui. Le phénomène historique qui fait de la vallée du Mzab un événement permanent et exceptionnel, c'est que ces hommes, depuis près de 1000 années, ont choisi comme Saint Bernard et avant lui, et ont préservé jusqu'à nous vivantes, la rigueur. C'étaient des hommes cultivés, habiles artisans, heureux architectes. Cette simplicité de forme que l'on découvre au Mzab, à chaque pas, avec émerveillement, n'est pas la conduction naturelle d'un art primitif amélioré. C'est à une époque donnée, à un niveau de culture très élevé, le choix collectif d'un refus de l'ornement, de l'inutile, de l'ostentation. Ce qui différenciait une ville du Mzab des autres villes de l'époque, c'est qu'en son germe, elle possédait déjà toute son organisation précise. Il y a près de 1000 ans, la vallée du Mzab était urbanisée. En l'espace de 50 années, les 5 villes, le Pentapole, ont été bâties successivement dans des conditions très particulières. L'Ataf, le tournant, ainsi appelé parce que situé sur la crête et le flanc d'une colline au tournant d'un oued, vit d'abord, comme toutes les villes ibadites, et pour des raisons que l'on comprend bien, bâtir ses murs d'enceinte. Ainsi était-elle délimitée par avance. Immédiatement après ces murs, la mosquée était construite, avant toute habitation, sur l'emplacement longuement choisi comme le plus convenable, généralement au point le plus haut de la ville. Dans les cités romaines d'Algérie, cités de colonisation, même dans les centuriations les plus artificielles, vraiment préétablies, le forum, vie politique et commerce, le temple, le palais de justice, le théâtre, les bains se partagent un grand espace, le centre urbain dont l'arc de triomphe est l'entrée. Au Mzab, la mosquée tient lieu de centre culturel, social et religieux, le centre politique restant le marché. Les dirigeants de la ville, qui est toujours autonome, sont des chefs religieux. Ils délibèrent et prennent leurs décisions dans la mosquée. Toute la ville n'a plus qu'à s'enrouler autour de cette omnipotence, et elle le fait. Autour de la mosquée naissaient donc des habitations et seulement des habitations qui, peu à peu, descendaient jusqu'au rempart. On a une institution spirituelle qui gouverne dans le temps le Mzab en général, chaque ville du Mzab,
Il y a 7 villes dans la vallée du Mzab, 5 dans la vallée, 2 à l'extérieur. Il y a El Atef, il y a El Atef, Bounoura, Milika, Benizgen, la Pentapole. Il y a Guerrara, Berian à l'extérieur. Donc ce système des Azaba a été fondé, ça fait 7 siècles, dans la région du Mzab. C'est les notables de la ville qui gouvernent, c'est des gens sages qui connaissent le Coran, le Sharia, le Fiqh, le Fatwa, que chaque famille, de chaque fraction, ils désignent leur sage ici, à la mosquée, c'est l'ensemble, c'est l'institution des Azaba. Parallèlement, il y a l'institution des Azabat, Timsiridin, pour les femmes. Vous avez deux institutions pour régler les problèmes de la société. Quoi comme problème? La fatwa en général. La fatwa, le wad, l'irshad, les écoles coraniques aussi, pour les femmes, pour les filles, pour les garçons. C'est les Azaba qui... Est-ce qu'il y a une action sociale, oui, solidarité envers les gens, les démunis, c'est ça? Il y a l'organisation des fractions. Ah, les fractions, voilà. Les fractions, c'est elles qui organisent le côté social de la société. Chaque fraction, il y a ici à Gardaïa 20 fractions. Chaque fraction prend en charge leurs enfants, leurs veuves, leurs divorces, en solidarité. C'est les riches qui alimentent tout ça, ces familles-là. Donc on n'a pas de problème de... Même le trousseau de la fille, quand il veut marier, c'est la fraction qui se le prépare. S'il est pauvre, le garçon, la même chose. Par exemple, il y a une chose très importante, il y a des riches de chaque fraction qui veulent faire des mariages. Ils inscrivent leur nom. Voilà, telle date, je dois faire le mariage de mon fils. Si quelqu'un veut faire le mariage avec mon fils, c'est moi que je prends en charge. Il fait des mariages collectifs. Des mariages collectifs. C'est très important, c'est ça qui donne... Il y a une sorte de caisse noire Non, c'est pas des caisses noires, c'est les dons, c'est des dons. C'est des dons, c'est les riches qui payent, c'est les commerçants en général. Al-Ataf, la plus ancienne ville du Mzab, était la seule qui possédait 2 mosquées. Cela, disent certains habitants de la Pentapole, avait été à l'origine de dissensions et avait ainsi prouvé aux autres villes la nécessité d'un centre unique. C'est pourquoi Bounoura, la lumineuse, Benizgen, Melika, la reine, et Gardaya n'auraient que leur unique minaret. Il semble que près de la mosquée et au sommet de la ville habitent les Tolba, les lettrés religieux, en quelque sorte à la fois étudiants et enseignants. À mesure que l'on descend vers les remparts, on trouve des professions moins nobles, pour rencontrer enfin tout en bas de la ville les commerçants. Et si l'on s'en souvient, le commerce est la seule activité publique qui n'ait pas, et fort heureusement pour la morale, ses assises en la mosquée. Il est au contraire rejeté tout près de la porte, tout contre l'extérieur, ce lieu des échanges qui, forcément, est accessible aux étrangers. Ainsi, la ville reste-t-elle préservée de leur influence? Ainsi conserve-t-elle sa quiétude, son intimité de grand monastère, de machine à habiter, comme disait Le Corbusier, sans intention péjorative, avec seulement une volontaire clarté des maisons, des immeubles qu'il souhaitait aux hommes. En fait, les villes du Mzab sont de grands immeubles. Les rues sont tout à fait comparables à des corridors. Souvent couvertes en voûte, elles offrent aux piétons ombre et fraîcheur. Dépourvues de petites boutiques, elles ne sont que des paysages, juste suffisants, précisent les ibadites, avec une pointe d'ironique gravité pour que puissent se faire les enterrements. Et lorsque l'Ataf, la ville aux 2 mosquées, fut pour ainsi dire saturée,
Lorsque les maisons eurent rejoint les murs fortifiés, lorsqu'elles furent imbriquées les unes dans les autres de telle façon qu'il n'était plus possible d'y ajouter de nouvelles habitations, on a songé à bâtir une deuxième ville, mais toujours de façon organisée, préétablie, raisonnable, non du tout comme se créait un village partout ailleurs, dans le désordre d'ailleurs charmant de l'occupation spontanée mais progressive d'un site. De la première ville, un groupe s'est créé puis détaché, ayant à sa tête un cheikh réputé sage. Ce groupe-là a fondé en amont de l'Oued la ville cadette, Bounoura, la lumineuse. De Bounoura, un groupe encore s'est détaché pour fonder Bni Yezgen, la ville sainte, qui, paradoxalement, semble aujourd'hui la plus riche. À cette même heure du soir, où les murs sont encore clairs, leur enduit blanc rosi et le ciel, qui devient mauve sombre, bascule vers la nuit. On goûte extraordinairement les proportions de la petite place triangulaire du marché de Bni Yezgen. Les anciens sont venus s'asseoir sur les banquettes meublées de tapis. Ils sont drapés dans des haïks de bure. Les cireurs du marché haussent la voix sans excès. On les entend parfaitement d'un bout à l'autre de la place. Vous êtes au marché de Bni Yezgen, c'est ce qu'on appelle le marché de l'Aïchou. Donc avant tout, je vous donne un aperçu sur la ville de Bni Yezgen. Ici, Bni Yezgen, on appelle localement Atijden, c'est une appellation berbère. C'est le nom d'une ancienne tribu berbère, parce que la ville elle est fondée en 1321, c'est un regroupement de 6 tribus. Agnounay, Bikiaou, Tirichi, Markish, Tlet. Donc il y a la fondation de la ville, elle a commencé en haut, puis après vous avez l'extension de la ville sous forme de pyramide. Avant toujours, la ville elle est limitée par un rempart. Alors ici, nous sommes arrivés au point le plus haut de la ville, à peu près à 500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est la tour Boulila. C'est une tour de guet. On l'appelle Boulila, c'est une appellation locale. Boulila, c'est-à-dire en Somzabt, maintenant en Mzab, elle fait en moyenne de 15 mètres de hauteur. Elle a 3 siècles. Parce qu'elle est construite avec le dernier rempart qu'on Constantin. Voilà, le dernier rempart, c'est le 3e rempart, il est construit entre 1860 et 68. Et il y a 1500 mètres de périmètre, avec une hauteur qui 4 à 5 mètres de hauteur, avec 1 mètre de base qui monte qui va à 20 à 30 cm d'épaisseur. Et ce rempart-là, il est classé par l'UNESCO en 1982 comme un monument historique mondial qui limite l'ancienne ville. Voilà. Pour le rempart, il a passé 3 étapes d'extension. Donc il y a le déplacement. La même chose pour la placette de marché, toujours elle vient juste à la sortie de la ville, côté intimité de la ville. Cette placette-là, on appelle la place Lelachou. Parce qu'avant, ce terrain-là, c'est un bien à une femme, Lelachou, où cette femme-là, elle a creusé un puits, vous constatez là, très loin là, avec ses enfants. Donc elle a cédé cette placette-là à la communauté. C'est le Mejlis al-Azzaba, c'est le comité de la mosquée, c'est lui qui gère cette placette-là. Premièrement, c'est un lieu de contact des gens de la ville, parce qu'autour de la placette-là, vous trouvez là ces petits locaux-là qui vont après s'ouvrir. C'est des locaux qu'on appelle hujra. Chaque nom familial, ils ont le petit local avec le système de banque en pierre. Pour les gens, vient toujours l'après-midi, entre les 2 prières. La prière qui a passé Salat al-Asr, et après, avant le Salat al-Maghrib. Donc où les gens viennent s'asseoir pour le contact, et en même temps ils assistent à une vente aux enchères, animée par un ensemble de vendeurs qu'on appelle Bilala, désignés par le comité de la mosquée. Cette vente, elle a créé tous les jours, sauf vendredi. Exemple, demain, il n'y aura pas, et même les journées de fête. On a la vente, la production locale artisanale, surtout le tissage, c'est-à-dire les tapis, soit les gandouras, soit aussi des anciens objets. Soit vous trouvez un ancien frigidaire, une ancienne armoire, tout objet à l'intérieur est vendu aux enchères. Il y a le vendeur qui tourne avec l'objet à la baballah, il y a le premier client qui va donner le débit de la vente. Puis après, le vendeur tourne et cherche du client. Toujours il fait la criée entre deux. Vous trouvez 20 dinars, 30 dinars, 40 dinars, 50 dinars. Si quelqu'un veut désister avec un insigne comme ça, il va chercher toujours un autre. Mais toujours, il y a l'augmentation.
mais le vendeur, il estime presque la valeur de l'objet. Voilà, lorsqu'il arrive presque à la valeur de l'objet, il dit haraj. Il dit, exemple, 100 dinars haraj, c'est-à-dire il est prêt à vendre l'objet. Ils ajoutent un peu, puis après, lorsqu'ils vendent l'objet, même la marge bénéficiaire que va prendre le vendeur sur l'objet, désigné par le comité de la mosquée. L'espace est tangible d'une façon surprenante. Le temps, en revanche, est irréel. On a envie d'attendre un miracle et peut-être se produit-il tous les soirs, car les étrangers sont reconduits poliment jusqu'à l'énorme porte fortifiée que l'on referme derrière eux et qui, même le jour, même ouverte, est pacifiquement mais étroitement gardée. Nul étranger ne peut rester dans la ville sainte après la nuit tombée. Melika, la reine, est à son tour la fille indépendante de Benizgen. Au contraire de la ville sainte, elle a été l'hôtesse qui a su accueillir bien des étrangers et souvent les convertir et les adopter pour le très respecté Cheikh Sidi Issa. Et Issa est le prophète Jésus, beaucoup de Mozabites portent encore son nom. Ghardaya enfin, dernière née, mais la plus grande des villes, a clos la Pentapole. Les Ibadites ont étendu Ghardaya, contrairement à leur habitude. Pour ce, ils ont construit une enceinte plus vaste, avant de remplir d'habitations ce nouvel espace. Cet agrandissement suppose une hésitation des Mozabites à continuer d'essaimer le long de l'Oued, des petites villes à l'infini. Le Mzab était devenu une entité, une unité. Aussi, lorsqu'il y eut encore surpopulation, les Ibadites décidèrent-ils raisonnablement de s'éloigner. Peut-être y avait-il aussi quelques divergences entre tribus. Ils allèrent s'établir à 50 km de là et fondèrent Barrian, et plus loin encore, Grara. Nous sommes dans la première place du marché de Ghardaya, daté de 10 siècles, comme la fondation de la ville de Ghardaya. C'est ici que se fait, dans l'époque, le commerce, et avec un puits de 62 mètres de profondeur, et un palmier dattier, les dattes, c'est le symbole, c'est la nourriture principale des gens de Ghardaya dans le temps. Chaque maison, on trouve des chambres à conserver les dattes. Tout le temps, on mange les dattes avec le lait de chien. Bien entendu, lors de l'élargissement de Ghardaya, le marché a été transporté près de la porte récente et l'on voit encore au milieu de la ville l'ancienne place, aujourd'hui désaffectée, bien plus petite que la nouvelle, tout à fait proportionnée à la ville ancienne. Le marché actuel sert en fait de lieu d'échange entre les habitants de Ghardaya et les étrangers, mais aussi entre tous les habitants de la vallée et ceux qui viennent de très loin, du nord comme du sud, de la côte algérienne comme du Soudan. On trouve aussi toutes sortes de produits de l'artisanat africain. En toute saison, mais surtout l'hiver, les laines, peaux de mouton et de chèvre, poils de chameau et les vêtements tissés en ces matières, kchabia et burnous. Des tailleurs coupent et cousent sur le champ les vêtements de coton, robes de femmes rehaussées de rubans ou djellaba d'hommes rebrodés aux coutures. La vallée du Mzab, justement choisie autrefois pour avoir été à l'écart de toute route de caravane, est devenue le carrefour du désert. Cependant, avant que les établissements d'accueil, les funduq, se créent dans le bas de la ville, les nomades savaient qu'ils devaient arriver au jour fixé du marché car il ne leur était pas permis de pénétrer dans la ville. Ils devaient camper dehors à une certaine distance ou bien sur la place dont tous les accès vers Ghardaya étaient clos. Il y a quelques décennies, ces clôtures étaient de lourdes chaînes scellées, chacune ayant probablement son gardien. Autrefois, ce devait être de lourdes portes. Au milieu de la place, on voyait il y a peu de temps encore la houita. C'étaient 26 pierres enfoncées dans le sol en demi-cercle et qui servaient de siège aux anciens lorsqu'ils discutaient dans ce lieu public des problèmes politiques de la ville et de ses relations avec l'extérieur et les villes sœurs. Malheureusement, ces pierres ont été recouvertes aujourd'hui par un kiosque moderne. Il existait aussi, il y a à peine 3 ans encore,
une aire de prière surélevée de 75 cm sur laquelle, aux heures requises, on pouvait se prosterner et prier loin du sol souillé du marché. Elle était un ornement de la place et un de ses éléments de vie. Les marchands, les acheteurs, les visiteurs s'appuyaient contre elle ou s'asseyaient tout autour. Nous en avons gardé l'image. Voilà, nous sommes devant les artisans et les commerçants du tapis. Voilà, tout ça ici dans cet endroit-là où il y avait le commerce du tapis en général, les femmes qui amènent leur tapis chaque vendredi pour vendre le meilleur tapis dans le meilleur prix. Grâce à la meilleure tisseuse qui fait du bon tapis, le tapis sera vendu en enchères le vendredi dans cette place du marché. La femme elle tisse هنا بزاف لي موديل تاع لي تابي. كاين دي تابي كاين لي اوتلان وكاين دي كولوار وكاين لي كوفرلي وكاين ديفيرون موديل. كاين دو موديل اللي يمشونا بزاف يعني الناس يطلبوهم بزاف لي موتيف جيومتريك كيما هكا كيما هذا ولا لي تابي سامبوليك كيما هكا. هذا اللي فيه اون استوار تاع لا فالي دومزاب وعلى الحكايه انا سما سونتر لا فام لو ميسيو. وي chaque motif a une explication ولا un symbole. C'est une lettre codée. Derrière les tapis هادو كاين دي فام تري تري سيغي. فهمتني؟ وكاين بزاف لي كاركتير تاع المراه. صافي دير كوا تري تري سيغي يعني مطلقه هجاله محقوره تحب تخدم باه تاكل. هذا هو وسي دي فام اللي كاين دي تابي اللي مخدومين بمراه وحده كاين بزوج وكاين بزوج وبالكيد صافي دير زوج ناس يخدموا ومراه كبيره راهي تقردش وراهي تشوف كان تاح في غلطه ولا حاجه تقول لهم ردي بالك تما راكي غلطتي زيدي نقصي هكا سي. والالوان الاصليين تاع البلاد هنا سي دي كولور بربر معروفين عند لي بربر بزاف كيما الكرونا ولا البريك جون نوار هادو سي دي كولور تيبيك تاع لا ريجيون. وكاين دي كولور مودرن اللي نخدموهم على حسب الكاركتير تاع الكليون على حسب لوغون تاعو. باغ اكزومبل يقول لك عندي بيسين نحب نحط زربيه قدام لا بيسين نخدموا لها تابي بلو تركوا. كيما عندنا باغ اكزومبل لي كيلك سومان برك اون فام اكثر من 70 سنه في عمرها خدمتها ان تابي غاندورا موزابيت مي اون فون موف خرج باهي درك نوريكم تشوفوه ممكن انتم الاوائل اللي شفتوه. وحتى سي سليمان عطينا الطبع نتاعو لانه هو هذا ابداعات يعني من النساء واش راهم يخدموا. هادو 3 نشاطات اللي رانا نشوفوا فيهم هما 3 انواع تاع لي كونتاكت نتاع الزواج. مارياج دامور مارياج بيزنس ولا المارياج فورسي. ممكن يا سيدي الحاج انت رانا نرجعوك ل 25 ولا 30 سنه للوراء كاين ولا ما كانش. يقولون الناس بكري واحد قلبوا على السمره وواحد على التمره وواحد على الجمره. هذه في الزواج في الخدمه في كل شيء. وهادو سي لي كاتينيمون اللي نلقاهم بين النساء. هادو هم عندك هادو يعني صافي دير لا تير اي لو لو فو اي لير. هادو قبل الاسلام كان الناس تعامل بالحوايج هادو بزاف ومن بعد كي جا الاسلام عادي موالفين يستعملوا كلمه مكتوب. بصح قبل كانوا يحسبوا الراجل قبل ما يجي ولا المراه قبل ما ياخذوها مع الاخلاق نتاعها. ويقولوا لنا بين امراه وامراه كاين 100 باغادي وبين راجل وراجل كاين 100 كوميرسون لا ديسيبلين ولا بارول. قال لك واحد العروسه رافده انجار ورايحه تعمر المام لا سورس. كي وصلت في لا سورس لقات الشباب تاعنا متكين غير في لي كاتشوما وفي لي سورس يشوفوا يخزروا ما يخدموش. ما خلاهاش تعمر قالها العين عيني وانا اللي حفرته بيدي وما يسقي منه غير بابا ويما واللي تبغيني. قالت له انا بنت العجوز نسقي ونجوز. قالها انا بن ركايز يعني صناديد البلاد وصاني بابا ويما على بنات العجايز. يعني لابد ما تجيش وحدها الا هي في عمرها 20 ولا 25 وعجوزه فيها الوالده نتاعها 75 ولا 80 صافي دار عندها اكسبيريونس تاع 100 سنه تاع قرن. قالت له بون حل عينك انا عندي الجمر بجمرتين كويك يعني الزواج والعلاقات راهي مسؤوليه. قال انا عندي البحر بموج ويطفيك.